Annexe 2 des monstres et des héros. Que serait Héraclès sans les terribles monstres qu'il doit combattre? Pour prétendre au statut de héros, il lui faut trouver des adversaires à sa mesure. Et quoi de mieux qu'un monstre pour faire valoir des qualités hors normes? Figure hybride, aussi nocive qu'invincible, le monstre appelle une autre forme de démesure. L'acte héroïque dépasse le personnage lui-même dans un combat où sa peur est mise au service de sa rage, ou de la cause qu'il défend. Ainsi, pas de héros sans monstre à affronter et à anéantir. Dans un juste partage des tâches, à force égale, l'un incarne le bien, l'autre le mal. Il incombe au héros la charge d'expulser du monde tout ce qui l'abîme et lui nuit. C'est bien le sens et la force de la prédiction que fait à Héraclès le devin Tirésias. Ton destin est de tuer toutes les bêtes ignorantes de la justice et tous les hommes que l'arrogance mène hors du droit chemin. Dans la mythologie grecque, tous les héros sont associés à un ou plusieurs monstres. Ulysse et le Cyclope, Thésée le Minotaure, Persée et Méduse, Édipe et le Sphinx. Quant à Héraclès, si l'hydre de Lerne est la figure qui lui est traditionnellement attachée, il ne cesse d'en croiser tout au long de son douloureux périple. Jument carnivore, chien à 3 têtes, créature issue de l'union scandaleuse et interdite entre un dieu et une femme. Et c'est sans doute ce qui faisait de lui, chez les Grecs, le plus héroïque de tous les héros. Ses défauts, l'emportement, la déraison et la désobéissance, deviennent des forces dans l'adversité. Quelle que soit la difficulté de sa mission, il ne fuit jamais et parvient à terrasser tous ses ennemis. Chaque monstre semble révéler la personnalité et les qualités propres à chaque héros. Tous ont en commun la force et la bravoure. Mais elles ne suffisent pas. Il leur faut aussi user de finesse et de ruse. Ainsi, Édipe est le seul à pouvoir résoudre l'énigme que lui pose le Sphinx. Persée retourne le pouvoir de Méduse contre elle avec son bouclier réfléchissant. Quant à Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, il se joue du cyclope Polyphème, monstre sans foi ni loi qui, parce qu'il est fils du dieu de la mer, se croit le plus malin. Sans doute notre Héraclès est-il à cet égard un peu atypique. Sa force démesurée qui lui permet de triompher des monstres les plus dangereux est aussi son point faible. Quand il s'emporte, aveuglé par la colère et le désir de vengeance, il ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Ainsi va-t-il tuer le centaure Chiron, un monstre bienveillant et sage qui a tout fait pour le guider sur la voie de la sagesse. Héraclès a trop côtoyé les monstres, a provoqué la peur et a usé de sa force. Ne finit-il pas par ressembler un peu à ceux qu'il cherche à détruire ? Mais qu'est-ce que c'est, un monstre, en fait ? On appelle ainsi une créature difforme dont la laideur sème l'effroi. Les monstres sont souvent issus du croisement de deux espèces. D'une taille et d'une férocité hors normes, ils appartiennent aux formes primitives de la vie et hantent notre imaginaire depuis le début des temps. Dans la mythologie grecque, il y a ceux qui sont issus de l'océan, monstres marins sortis de l'eau et des entrailles de la terre. Protéiformes, dotés de tentacules innombrables et gigantesques, ils sont agiles, insaisissables, proches des pieuvres et des poulpes, des serpents et des reptiles. Dans cette première famille, on retrouve l'hydre, Méduse, mais aussi Scylla et les sirènes. Ce sont des monstres, mais ce sont aussi des femmes qui ensorcellent avant d'étouffer doucement celui qu'elles ont charmé. Elles évoquent la pieuvre que doit affronter Gilliatt, le héros de Victor Hugo, dans son roman Les Travailleurs de la mer. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnéide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou. C'est de la maladie arrangée en monstruosité. Ces monstres dont la naissance remonte aux premiers âges du monde semblent nous renvoyer à ce temps où tout n'était encore qu'un chaos indistinct, avant que Zeus ne devienne le dieu des dieux en triomphant des titans. Ils symbolisent en quelque sorte un temps originel marqué par la violence et l'instinct. Les dieux auront beau s'organiser et lutter contre les forces du désordre, celles-ci ne s'avoueront jamais vaincues. Incarnation du mal, les monstres ont pour fonction de mettre en évidence la fragilité de la paix des dieux et des hommes. Ils invitent l'homme à l'humilité, à prendre conscience de sa petitesse face aux forces de la nature. Même si le héros gagne, temporairement, ces forces sont si puissantes qu'elles prolifèrent partout et à tout moment, à l'image des têtes de l'hydre qui se nourrissent de leur propre mort pour renaître. Ainsi, l'histoire d'Hercule et Héraclès ne s'arrête pas à l'achèvement des 12 travaux. De nombreux textes le mettent en scène dans de nouveaux combats, comme si on ne pouvait achever le récit d'une lutte éternelle contre les forces qui ne cessent de menacer l'équilibre et l'harmonie du monde. Comment expliquer la présence récurrente de monstres dans toutes les mythologies, dans les contes, mais aussi plus près de nous, dans les films ou les jeux vidéo ? Comment ne pas y voir l'incarnation des peurs qui nous agitent depuis l'enfance,
de nos angoisses les plus archaïques. Les monstres ressemblent à ce que sont les adultes pour les enfants. Des êtres immenses qui parlent trop fort, qui courent trop vite, qui savent, qui interdisent, qui menacent. Des êtres dont on est issu et auxquels on finira inéluctablement par ressembler. Et ils ont, à dire vrai, de quoi effrayer. Comme les ogres des contes de fées, les monstres de la mythologie ont un appétit phénoménal. Ils déchiquettent et démantèlent les hommes à pleines dents comme de vulgaires brindilles. Jamais rassasiés, ce sont des prédateurs dangereux, omnipotents, tant qu'un héros ne se dresse pas contre eux. Le monstre débarrassé de toute morale et de toute conscience est bien celui qui nous pourchasse et cherche à nous anéantir. Ainsi les juments de Diomède qui finissent par déguster le maître même auquel elles étaient soumises jusqu'alors. Certains monstres hantent d'ailleurs si puissamment nos rêves et nos cauchemars qu'on les retrouve dans de nombreux récits. Le chien Cerbère en est l'exemple parfait. Héraclès le maîtrise à main nue. Orphée le charme avec sa lyre pour libérer Eurydice. Et Psyché l'apaise avec un gâteau au miel. Plus près de nous, c'est avec une flûte que Harry Potter, héros des temps modernes, adoucira Touffu, le chien à 3 têtes. Le monstre, par pur instinct sadique, en veut à notre vie. Mais les héros sont là, et les histoires aussi, pour que la peur qu'ils suscitent et la menace qu'ils représentent puissent enfin se dire et prendre forme.